Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Guillaume Marel, je suis professeur de sciences politiques ici à Avignon. Je suis aussi le directeur du master gouvernance des données, dont les étudiants sont dans la salle. Et là, je vous présente avec mes collègues et au nom donc de l'ensemble de l'équipe, Vincent Labattu qui est là aussi, Noémie Févra qui est une doctorante qui n'est pas là, Émilie Volpi et Cédric Richier. Ça sera une présentation à 3 voix. Donc cette base de données qui s'appelle la BREF, la base révisée des élus de France, que nous avons commencé à mettre en place dans le cadre de la Fédération de recherche. Alors qu'est-ce que c'est que la BREF? Qu'est-ce qu'elle regroupe? C'est une base donc, sur le personnel politique français, les mandats et les fonctions des élus de France, élus locaux et nationaux, depuis, j'y reviendrai, mais depuis normalement le début de la Ve République. C'est très incomplet, mais je vais revenir là-dessus. Alors c'est une base qui regroupe donc les parlementaires européens, les sénateurs, les députés, les conseillers régionaux et départementaux, les conseillers intercommunaux et métropolitains, les conseillers municipaux, les conseillers des assemblées d'outre-mer et de Corse. À ces mandats sont ajoutés, donc précisés, les différentes fonctions exécutives locales. Quand on est conseiller départemental ou régional, on peut être président ou vice-président. Quand on est conseiller municipal, on peut être maire ou adjoint. Ensuite, on a également dans la base l'identité des élus, donc le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, et la profession déclarée. On a aussi quelques petits détails comme le motif de fin de mandat, parfois, pas systématiquement. Et puis on a les circonscriptions, donc où est-ce que les personnes sont élues, et les dates de mandat, début et fin de mandat, pour chacun des mandats. Et puis enfin, on a la nuance politique de chacun des candidats. Et les nuances politiques sont associées au mandat et non pas aux personnes, puisque une même personne peut être élue successivement ou sur une longue durée sur plusieurs identités politiques. La base donc couvre temporellement la période de la Ve République, de 1958 à nos jours. À l'heure actuelle, elle compte à peu près 1 500 000 mandats et 1 million d'individus. Puisque vous comprenez bien qu'il y a des individus qui sont présents à plusieurs reprises dans la base. Et voilà, donc c'est une grosse base, un peu lourde à manipuler. C'est pour ça qu'on a l'aide des ingénieurs de la fédération qui vous expliqueront tout à l'heure un petit peu comment ça marche. Alors les objectifs scientifiques, c'est quoi? C'est centraliser les données éparses sur les élus de France. Il y a beaucoup de données, elles ne sont pas toujours très, très disponibles. Consolider donc une sociologie des élites de la représentation démocratique, ça c'est le fondement du projet pour la sociologie politique, la science politique, mais ça peut aussi évidemment aider d'autres disciplines qui ont besoin de ces données ou qui pourraient les associer à d'autres bases de données. Et puis offrir un accès open science à la communauté des chercheurs, on y reviendra, puisque donc en gros là la présentation, après ces éléments de présentation générale, on vous expliquera très rapidement les enjeux de la maintenance de la base de données et enfin les enjeux de l'ouverture de la base de données en open science. Alors en termes d'application, la base elle a déjà servi, elle sert sur plusieurs types d'analyses. Je travaille moi sur le cumul des mandats, donc je m'en sers pour faire des analyses et des actualisations sur le phénomène. La doctorante Noémie Févra, dont je vous ai parlé tout à l'heure, travaille sur la longévité politique, donc c'est utile aussi pour elle. Pierre-Henri Morand et Vincent Labattu se servent d'un certain nombre de données de cette base pour leur analyse des marchés publics. On a travaillé également avec cette base pour bosser sur l'e-réputation et Wikipédia, donc les élus dans Wikipédia, avec un autre doctorant. Il y a aussi des enjeux autour des politiques open data des collectivités, bref, autour des élus, autour du personnel politique. Beaucoup de travaux peuvent émerger ou être suscités par l'existence et le développement de cette base de données. Les sources, c'est quoi? C'est le répertoire national des élus, le RNE, qui est une base professionnelle du ministère de l'Intérieur, sur laquelle on pourra revenir, parce qu'elle est à la fois très riche, mais elle pose aussi beaucoup de problèmes, avec une extraction historique qui date de juillet 2018, puis des extractions périodiques qu'on appelle les flashs RNE,
Donc à partir de la mise en ligne Open Data des données des élus de France trimestriellement à partir du 1er janvier 2019. On attend un nouvel historique depuis quelques mois et on a un petit peu de mal à l'obtenir. On pourrait y revenir si vous le souhaitez aussi. Ensuite, les autres données, c'est les bases de données de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen, et puis une base experte ou citoyenne, Politique Mania, qui est un site en fait, qui a été monté par des journalistes et dont on a utilisé certaines données. Et puis il y a aussi d'autres données, les fonds d'archives notamment, qui ont été exploités par Noémie Févra sur certains types et certaines catégories d'élus qui n'étaient pas dans la population initialement identifiée. Voilà, je laisse la parole à Émilie sur le format. Donc moi j'ai présenté les choses sous forme de schéma pour voir aussi historiquement la construction de la base et les différents formats de données qu'on a utilisés. Donc vous voyez sur le schéma de gauche, à partir de 2018, les données sont récupérées donc, dans des sources différentes. En haut à gauche, on voit le RNE historique, donc, qui était un ensemble de fichiers TXT. Ensuite, il y a d'autres bases de données, Assemblée nationale, Sénat, il y a un doublon, mais c'est Sénat, et Europe. Et donc, il y a ces 4 sources différentes qui ont été récupérées et traitées avec un énorme projet R. Donc, tout ça, ça a été fait par Vincent Labattu. Toutes ces données ont été traitées entre elles, formatées, nettoyées, recoupées, des conflits résolus. Donc tout ça, c'est aussi une base de travail pour nous par la suite. Et là, la sortie de ce projet R, c'était donc un fichier CSV de plus d'1 million de lignes, donc c'était complètement inutilisable, ça s'ouvrait même pas. Donc du coup, est venue la nécessité de faire une base de données. Donc moi, j'ai pris la sortie et avec des scripts SQL, j'ai donc créé une base donc, qui s'appelle la Bref, qui est en PostgreSQL hébergée à Humanum et qui est une base de données relationnelle, donc voilà, bien formée avec des objets qui ont des liens entre eux, avec des contraintes d'intégrité. Et c'est une base qui est faite pour permettre une évolution, donc c'est-à-dire pouvoir rajouter d'autres données par la suite, même des données différentes de ce qu'il y a actuellement. Et donc sur le schéma de droite, ça continue. Une fois que la base est constituée, elle commence à être maintenue et encore évoluer avec d'autres sources. Donc il y a un premier process à partir de 2020 avec donc la base de données Politique Mania, donc qui est un site web citoyen où il y avait énormément aussi de données sur les élus et les mandats qu'ils nous ont donné, donc leur base. Donc il y a eu des scripts SQL qui ont été créés pour récupérer les infos, les mettre dans notre base en recoupant les données. Pareil avec donc les archives départementales. Oui, et donc je prends la suite pour les fichiers dont Guillaume vous a parlé, qui sont des fichiers qu'on appelle des flashs, qui sont eux aussi issus du registre national des élus. C'est juste une façon différente de présenter les données. Donc c'est des données, on va dire, régulièrement tous les 3 mois, qui sont publiées par le ministère et qui sont un instantané des élus qui sont actifs dans les différents types de mandats. Donc, contrairement aux données dites historiques, qui, elles, retracent l'ensemble des mandats depuis, on va dire, le début de la 5e, ici, on n'a que les gens qui sont actuellement en train de faire un mandat. Donc, pour traiter ce flux de données et les insérer dans la base, il y a un ensemble de traitements, une chaîne de traitement à effectuer qui est très chronophage, parce qu'il faut essayer d'être cohérent par rapport à ce qu'on a fait en termes de traitement sur les premières données qu'on a insérées. Donc il faut faire les mêmes types de traitements pour avoir quelque chose de formaté, avec le même formalisme. Et puis tout un ensemble de vérifications d'erreurs éventuelles ou de données manquantes, toutes sortes de vérifications. Si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des scripts d'intégration. Donc il faut faire en sorte qu'ils soient suffisamment génériques pour pas qu'il y ait trop de travail manuel non plus, vu la quantité de données. Et générique, on ne peut pas faire complètement générique, mais il faut s'adapter aussi à chaque type de source d'où proviennent les données. Donc chaque source va avoir
sa structuration de données, même si les données qui à l'intérieur sont globalement les mêmes, les noms, prénoms des élus, les dates de début de mandat, les professions, les dates de naissance, etc. Mais elles ne sont pas forcément formalisées de la même manière en entrée. Donc il faut traiter tout ça. Il faut aussi s'adapter quand de nouvelles données arrivent, si jamais la structuration a changé pour une même source. Exemple, les sources produites par le ministère ont évolué dans le temps, la façon de les présenter a évolué, et pour s'adapter à ça, nos scripts, on doit aussi continuellement les faire évoluer. Voilà, donc c'est un des enjeux de la maintenance. Donc c'est pas une maintenance informatique dans le sens où Humanune nous assure toute la maintenance de la plateforme, sa sauvegarde et sa sécurité. C'est qu'on maintient les données des élus et les maintenir à jour, du coup, continuer l'intégration des derniers mandats jusqu'à nos jours. On a également des enjeux de maintenance par rapport aux accès à la base. Et en fait, dans la base même, j'ai inséré pas mal de fonctions de traitement qui peuvent être juste des affichages d'analyse simples, comme, je sais pas, quel âge a l'élu en moyenne à son premier mandat, ou des trucs beaucoup plus évolués comme des études sur les noviciats. Et ces fonctions, elles sont incluses dans les accès à la base. Donc il y a aussi des formations à faire pour les gens qui ont accès pour qu'ils puissent les utiliser en clic-bouton. Et on aimerait finir de créer une interface d'accès aux données, donc qui soit plus conviviale, qui utiliserait ces fonctions et qui permettrait aussi d'avoir une interface permettant de créer ses propres requêtes qu'on souhaiterait pour accéder aux données. On a aussi la question d'une maintenance qui peut être évolutive, comme j'ai expliqué juste avant, qu'on a aussi l'ambition de rajouter, par exemple, les données des candidatures. Aujourd'hui, il y a les élus, donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut rajouter qui sont possibles, et de choses qu'on va être contraint de rajouter de par l'évolution, comme l'Assemblée de Corse qui a été créée entre-temps. Voilà. Et bien à la fin, j'ai mis contrainte de moyens humains. C'est ça l'autre. Tu veux parler des flashs? Oui, donc là c'est sur donc le rythme de production des flashs, mais je l'ai déjà dit, en fait c'est tous les 3 mois, les flashs sont donc rendus disponibles par le ministère. Donc pour l'instant, on traite les flashs avec donc le traitement, on a un post-traitement avant d'insérer les données dans la base. Mais comme disait Guillaume, on attend aussi la production par le ministère d'un nouveau fichier historique, sachant que eux en interne ils ont changé de prestataire. Donc ça va probablement impliquer des changements de structuration de leurs données. Donc on verra comment on va traiter ce nouvel historique. Est-ce que ce qu'on a déjà fait pourrait être en grande partie réutilisé, on l'espère. Et voilà, comment ça va nous impacter de notre côté. Donc oui, alors les problèmes rencontrés, ils sont multiples, il y a des choses évidentes. Une chose importante, c'est que dans les données qu'on a maintenant, ils ont enlevé ce qui nous permet d'identifier les individus. On avait un numéro d'identification unique pour chaque individu, qu'on a gardé dans notre base bref, et maintenant, les données qui arrivent, ils ont enlevé cette donnée-là. Donc on n'a plus que les noms, prénoms et date de naissance. Donc pour une grande partie, ça suffit pour faire l'identification des individus qu'on a déjà référencés, et pour savoir si on a un nouvel individu pour lequel il va falloir générer un objet d'identification. Voilà, si tu veux, pour les scripts SQL. Et après, un grand problème qu'on a de longue, à chaque fois qu'on ajoute de nouvelles données, c'est que ça crée de nouveaux problèmes. Tous les problèmes qu'on ne peut pas identifier en amont, du coup, on les prend après. Et bon, voilà, on les garde pour les implémenter et améliorer le script général. Et du coup, ça impacte des corrections à appliquer sur la bref a posteriori de l'intégration. Et donc, pour détecter ces problèmes, il y a des scripts de contrôle de cohérence, comme, je donne un exemple, on sait en un clic-bouton chaque année dans la base combien il y a de mandats, enfin d'élus dans chaque type de mandat.
Et du coup, on voit direct s'il y en a trop, c'est qu'il y a des doublons à supprimer. Et donc, voilà, du coup, c'est assez exponentiel en termes de problèmes dus à l'évolution de la base. Et cette base a aussi des vocations d'ouverture. Donc, je laisse Guillaume. Ouais. Donc, très vite pour terminer, donc sur les enjeux de l'open science. Donc, ce projet, il a vocation, donc dès le début, notre projet, c'était de l'ouvrir à la communauté académique. Donc, pour partager une ressource rare, puisque c'est pas si facile. Avant l'open data, c'était très difficile. C'est pas si facile d'accéder à cette base de données. Et depuis qu'il y a une mise en ligne, en fait, la dimension historique est recollée de l'information. Il faut la faire. Et en fait, on l'a commencé. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est développer un service de données. Donc, en fait, faire d'Agorantic sur cette dimension-là une plateforme de service de données. Alors, c'est ambitieux, c'est coûteux, parce que évidemment, tous les enjeux de maintenance qu'ont listé mes collègues nécessitent de la main-d'œuvre, du temps de travail. Voilà. Donc, derrière, à la fin, l'objectif, c'est d'enrichir de manière collaborative la base de données, puisque tous les chercheurs qui seraient associés, qui auraient droit, auxquels on donnerait un accès, qui pourraient extraire la donnée, ce qu'on leur demanderait, c'est que s'ils ont d'autres données compatibles, ce serait de les verser dans la base. Peut-être avoir aussi des données plus qualitatives, puisque pour l'instant, on a des données assez superficielles sur l'ensemble des élus. On sait qu'il y a des jeux de données beaucoup plus précis sur ces élus qui existent dans différents endroits. Le process d'ouverture donc, et les enjeux, c'est alors d'abord la diffusion d'un data paper, la diffusion par la publication d'un data paper pour rendre la base connue par la communauté sur une version bêta de la bref, parce que les data papers ne sont pas faits pour présenter des services de données, ils sont faits pour présenter des jeux de données à partir desquels on fait une analyse, on publie des résultats. Là, en fait, on n'a pas de résultats à proprement parler à proposer. Ce qu'on veut, c'est que la base soit disponible et en tout cas qu'elle soit sollicitée, avoir des sollicitations pour se connecter à cette interface, donc sur laquelle on n'a pas le temps de cliquer pour vous la montrer. Elle est en cours de finalisation. Mais tout ça, évidemment, ça pose plein de problèmes. L'ouverture, l'open science, c'est bien gentil, mais c'est en fait un gros processus et je dirais même un processus assez bureaucratique. Qui est lié d'abord au RGPD, donc à la protection des données à caractère personnel. À partir du moment où on est en sciences sociales et qu'on a des données individuelles, on est soumis au RGPD, ce qui veut dire aussi qu'il nous faut un DPO, donc un délégué à la protection des données qui soit en mesure d'accompagner le projet. Donc elle a été identifiée, c'est Gaëlle Bujan qui est DPO CNRS et qui va en fait devenir la DPO de la fédération, puisqu'elle ne peut pas être DPO que sur un seul projet, elle prend l'ensemble des projets donc de la fédération de recherche. Il faut un PGD, donc un plan de gestion de données, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, et ça, en termes de bureaucratisation et de normalisation, c'est assez intéressant, c'est assez compliqué à mettre en place, à suivre et à mettre à jour. Puisqu'on a des données personnelles et notamment des données sensibles, les étiquettes politiques, les nuances politiques sont considérées comme des données sensibles. D'ailleurs, le ministère ne les publie pas en open data. Donc le ministère vous donne la liste de tous les élus de France à un moment donné, mais il efface ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'étiquette politique des candidatures, sachant que par ailleurs, il donne accès aux listes de candidatures où là, on a les étiquettes politiques. Mais bon, il a souhaité, par une grande prudence, parapluie ministériel, le ministère de l'Intérieur a souhaité ne pas être mis en cause pour la publication de données politiques sur son portail Open Data. Mais par contre, le ministère nous donne, à nous, une version augmentée des jeux Open Data. Ce qui fait que quand nous, on récupère un flash, on ne le récupère pas en ligne, c'est le ministère qui nous l'envoie avec les nuances politiques. Il ne le donne pas au grand public, mais il nous le donne à nous. Mais ce qui nous oblige, nous, à restreindre l'ouverture, à limiter l'ouverture à la recherche, parce que, en fait, on est tenu par le format de publication initiale. Si le ministère, et d'ailleurs on nous demande, la DPO CNRS nous a demandé de faire une convention avec le ministère de l'Intérieur. Jusque-là, on était dans du relationnel interpersonnel. Là, il va falloir conventionner pour pouvoir... voilà. C'est ça les effets de la rigidification des process de sécurisation.
sécuriser les sources, conventionnement, sécuriser les interfaces, puisqu'il faudra non seulement avoir un suivi et un registre de traitement et de suivi pour la base de données en tant que telle, mais aussi pour l'interface de connexion, savoir si on collecte de l'information sur les individus qui vont se connecter, sachant qu'on nous demande sur la bref de tracer en fait tous les utilisateurs, puisque en fait c'est pas une base ouverte au grand public. Voilà, donc c'est pas simple, mais on est accompagné. Et donc deux ingénieurs, pas du tout à plein temps là-dessus, hein, puisqu'ils font plein d'autres choses, une DPO et puis plusieurs chercheurs. Voilà, donc merci pour votre attention et on répond à vos questions, évidemment. Merci pour la présentation, hyper intéressant. Une remarque, une question. La remarque sur ce que tu disais sur la rigidification des procédures, etc. Disons que le RGPD est un texte qui est ouvert à beaucoup d'interprétations, qui a beaucoup de souplesse parce que c'est pas un texte procédural, c'est un texte qui garantit des droits aux individus et qui fixe des objectifs aux responsables de traitement, mais qui ne dit pas comment les responsables de traitement doivent garantir ces droits-là. Et en particulier, il y a dans le RGPD des exceptions de recherche extrêmement étendues. Il est vrai que beaucoup de praticiens ou de DPO font des lectures volontairement très restrictives du RGPD, sans doute plus que nécessaire. Donc, voilà. Mais la lecture du ministère de l'Intérieur ne vous lit pas nécessairement. Après, si vous ne suivez pas la même interprétation, peut-être qu'ils vous arrêteront de vous filer de les données. Voilà. Ça, c'était pour la remarque. Pour la question, en lien avec les questions de diffusion de ces données, je me demandais si vous étiez posé la question d'une articulation avec Wikidata, soit en entrée, soit en sortie, soit les deux. Parce que d'abord il y a beaucoup de choses, beaucoup de données intéressantes dans Wikidata potentiellement, et puis ça permet de rendre les données liées avec potentiellement plein d'autres choses. Et pour le coup, quand on regarde Wikidata, on voit que il y a des gens qui font pas une lecture aussi restrictive du RGPD, parce que dans Wikidata, on a des listes de députés, on a avec quel parti ils ont appartenu, etc. Ouais, alors sur le RGPD, on est d'accord. Hein, la question, c'est à quel point on est tenu par le DPO. On a la DPO du CNRS en chef qui accepte de nous faire le suivi. Alors, pas nominativement, je ne sais pas si ce sera elle toujours la même. Enfin, je ne sais pas si c'est nominatif ou pas, mais bon, peu importe. Et en effet, elle avait l'air assez prudente sur la question des sources, quoi. Mais bref, ça, on va gérer. Après, sur le lien à Wikidata, Wikipédia, Wikidata, alors il est fait parce que je dirige aussi une thèse sur les élus dans Wikipédia, donc, où on essaie de voir dans quelle mesure les données en langage naturel rédigées de manière, de données biographiques, quoi, pourraient être récupérables, comparables et comment inversement la base pourrait nourrir les expériences à l'intérieur de Wikidata qui essaient justement déjà de faire des listes d'élus, quoi, parce que ça existe. Mais j'avoue qu'on n'est pas encore à la phase de discussion et de conventionnement avec Wikimedia pour France pour commencer à réfléchir à ça, sachant que ça va, c'est un peu compliqué apparemment sur Wikipédia en ce moment, donc on va attendre quelques temps, mais oui, mais après, la question, c'est est-ce que du coup, ça devient la donnée très ouverte, parce que Wikipédia, après, c'est le monde entier, ou est-ce que ça reste une base académique, recherche, et là-dessus, on ne sait pas trop, on n'est pas tous complètement d'accord, là-dessus, on n'a pas, notre discussion n'est pas aboutie, quoi. Non, on n'intègre pas de Wikidata dans la base pour l'instant.
Moi, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, hein, de faire des alignements avec des référentiels, mais c'est juste aussi qu'en termes de temps, déjà, de finir les intégrations en cours, voilà. Mais c'est plus ou moins prévu. D'autres questions? Est-ce que c'est pas un peu cher payé s'il y a juste les nuances en plus dans ce qu'il vous donne? Parce qu'en gros, il vous donne des tas de contraintes en matière de publication de données pour un truc que par ailleurs il publie dans les résultats, dans les déclarations de candidature. Enfin, il y a des listes de candidats dans lesquelles, par exemple pour les législatives, dans lesquelles il y a des nuances. Donc ça, c'est des trucs qu'ils publient et qu'ils maintiennent. Je veux dire, il y a un historique là-dessus. Alors ça remonte peut-être pas, je sais pas où, mais pour les élections récentes, c'est le cas. Et donc, c'est pas des trucs. C'est des trucs que le ministère publie. Donc, je comprends pas comment ils flippent ensuite de. Donc, est-ce qu'ils vous donnent plus de choses que ça, parce que plus de choses que la nuance, parce que si le seul truc qu'ils augmentent c'est la nuance, honnêtement, il vaudrait mieux faire ça avec juste les données qu'ils publient et on ferait ce qu'on veut quand même, parce que tu vois ce que je veux dire, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ils ont rien d'autre à donner. Bon bah du coup, franchement là, vous vous retrouvez avec des contraintes de diffusion qui franchement, il peut y avoir d'autres usages. Ouais, mais en fait, même si on faisait un suivi des candidatures et donc des résultats électoraux à partir de ce qu'ils publient sur les listes de candidatures, derrière il n'y a pas les résultats électoraux. Enfin, s'il y a les résultats électoraux, en fait, ça serait un gros travail. Ça serait un plus gros travail d'aller chercher régulièrement, y compris pour toutes les partielles, toutes les élections intermédiaires, parce qu'en fait, sur les municipales, il meurt une centaine de conseillers municipaux par jour. Oui, exact. Et donc il y a des élections complémentaires en permanence, des remontées de listes. Et en fait, eux, ils tiennent ça à jour. Donc en fait, le faire à partir des données électorales, je pense que ça serait un énorme travail. Il faudrait vraiment un super algorithme qui mouline bien. Non, mais t'as raison. Je suis pas persuadé que ce soit. Donc en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est le maintien des listes de tous les élus périodiquement, après chaque élection. On veut qu'ils nous envoient les nouveaux élus, quoi. Après, la base, elle n'est pas seulement liée au RNE, elle est liée aussi aux autres bases qu'on a intégrées. Donc, il y a les données ouvertes des assemblées, des 3 parlements. Et après, il y a Politique Mania qui a nourri aussi le projet, qui est, elle, pour le coup, une base privée, entre guillemets, mais qui s'était nourri de l'open data des résultats électoraux et puis mais on n'a pas rentré beaucoup de données là-dessus. Après, en fait, nous, notre enjeu, c'est de rentrer de la donnée historique maintenant. C'est-à-dire que là, on est à peu près complet à partir de 2008. De 2008 à nos jours, on a tous les élus. À partir de 2001, on a tous les élus nationaux, régionaux, départementaux, mais il nous manque l'essentiel des municipaux. Avant 2001, on n'a que les parlementaires. Jusqu'au début de la Ve République, ou 79 pour les européennes. Et donc là, en fait, il nous manque énormément. J'aimerais bien qu'on récupère tous les élus régionaux jusqu'en 86, et puis tous les élus départementaux. Mais bon, c'est 4000 élus en flash. Donc il y a peut-être 20 ou 30, je sais pas, plus que ça, peut-être 50 000 élus départementaux, peut-être même plus. Enfin, c'est difficile d'imaginer le niveau de rotation, en fait. C'est précisément une question de recherche qu'on aimerait régler. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je voulais savoir par rapport au... Parce qu'il va y avoir des thèses qui vont être soutenues, là, une publication des travaux imminentes. Est-ce que ça va... Comment dire? Est-ce que vous allez pouvoir tout publier? Est-ce qu'une partie sera mise sous embargo? Est-ce que... J'imagine que quand même les thèses ne seront pas confidentielles. Alors, en fait, la base, on l'a mise sous embargo parce qu'elle est liée à la thèse de Noémie Févra qui doit soutenir en janvier prochain. Et donc, l'embargo, on l'avait planifié jusqu'à la soutenance de thèse. Donc, le lendemain de la soutenance, la donnée est officiellement ouverte. Après, le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on aura une interface hyper performante à ce moment-là. Donc, et puis, je ne suis pas sûr que le data paper aura été diffusé et lu de manière à ce qu'en fait, on ait des sollicitations de connexion. Mais à partir de là, on va en effet être libéré de l'embargo. Il n'y a que la thèse de Noémie Févra. La thèse de Victor Planche sur Wikipédia et la politique, elle n'est pas liée à la Bref. La Bref pourra servir, mais il s'en servira, lui, exactement comme tous les autres, en demandant un accès.
Donc voilà, la fédération a financé une thèse qui a donné l'occasion de mettre en place une base de données qui s'est élargie puisqu'elle concerne bien au-delà de la thèse. Et voilà, donc c'est une externalité positive du projet doctoral. Et la thèse ne sera pas à huis clos, non? Et la thèse ne sera pas du tout à huis clos et elle sera publiée le plus vite possible. Et non, il n'y a pas. Parce qu'une fois qu'elle a mouliné les données sur la longévité politique, qui font partie des données évidentes sur le projet, sur ce type de données, les autres chercheurs pourront faire ce qu'ils veulent avec les données, quoi. Plus de questions, donc on va pouvoir poursuivre. Alors,